Merci. D'abord, moi, ça me fait plaisir de revenir ici parce que depuis une vingtaine d'années, on fait des choses au Club de la Presse, avec parfois des déménagements. Du coup, j'arrivais plus à me souvenir si la dernière fois que j'étais venu, c'était ici, ou si c'était l'inverse, et que c'était j'ai fait aussi une conférence de presse il n'y a pas si longtemps que ça, au restaurant à Saint-Jean-Saint-Paul, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, où le Club de la Presse, pendant un moment, faisait ses... Oui, dans la tour Voilà. Donc à chaque fois, il faut que je redemande l'adresse, mais c'est pas grave. C'est ma mémoire qui est défaillante. Bon, on est là pour parler du SAGIRC, le syndicat d'aménagement de gestion de l'Iseron du Ratier de Charbonnières, que j'ai l'honneur de présider depuis un peu moins d'un an. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce syndicat. Donc c'est un syndicat qui existe depuis plus de 20 ans, enfin, qui a évolué dans sa forme, et surtout au fur et à mesure des transferts de compétences opérés par les lois et par l'État, et qui aménage l'Iseron. Il a beaucoup de domaines de pertinence, bien sûr sur la gestion des milieux aquatiques, sur la continuité écologique, sur un sujet qui est extrêmement important en cette période et qui le devient de plus en plus, qui est celui de la ressource en eau, de sa gestion, puisque les périodes d'étiage sont de plus en plus longues et le niveau des nappes phréatiques de plus en plus bas, et aussi sur l'enjeu de la protection contre les inondations. Les différentes crues dont vous avez peut-être entendu parler, même s'il n'y en a pas eu de très fortes, de très récentes, on a échappé de peu début mai à une crue importante, ont quand même marqué l'histoire de ce cours d'eau depuis des décennies et des décennies. Le SAGIRC a lancé, dans le cadre de son programme d'action et de protection des inondations, un certain nombre de travaux, dont certains ont commencé il y a 4-5 ans, je dirais ça à peu près. 2013, un peu plus, 8 ans, ça passe plus vite que je pense. Et notamment des travaux très importants sur un peu moins de 5 km de cours d'eau entre Oulin et Francheville-Sainte-Foy-les-Lyons. Peut-être êtes-vous passé récemment par là-bas, mais assez extraordinaire. On a supprimé 2 fois une voie de circulation sur la départementale 342 pour élargir le lit de l'Iseron. Alors c'est peut-être le plus impressionnant et surtout le plus fort politiquement, parce que c'est pas souvent qu'on supprime des voies de circulation pour redonner de la place à la nature, surtout dans ces voiries périphériques très roulantes. Mais ça s'est accompagné aussi de tout un réaménagement des berges avec une renaturation pour ralentir la vitesse de l'eau, etc. etc. Il y en a pour, alors je le dis de mémoire, mais je vais me tromper sans doute, plus de 25 millions d'euros de travaux qui ont été faits sur ces 8 dernières années, et c'est en train de se terminer. Il y a encore des travaux en cours en ce moment et prévus jusqu'à mi-2022, du moins on l'espère, si on y arrive bien, sur le secteur de Francheville notamment. Ces travaux ont permis de protéger les populations contre les crues qu'on appelle trentenales, c'est-à-dire les crues qui ont une chance sur 30 de revenir tous les ans. C'est un volume et un débit d'eau en fonction des points de passage. Parallèlement, comme vous êtes des fins observateurs de la vie politique, vous devez savoir que le SAGIRC réfléchit depuis 20 ans bientôt à la construction de retenues sèches, donc d'ouvrages écrêteurs de crues, c'est-à-dire des barrages qui sont vides, sauf quand il y a une crue et que là, donc, ils ralentissent l'eau et la retiennent avec un débit de fuite, sur Tassin et sur Francheville, pour tenter de protéger contre ce qu'on appelle une crue centenale, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 100 d'arriver tous les ans. Donc des débits d'eau beaucoup plus importants. Comme vous êtes toujours des fins observateurs de la vie politique, vous savez qu'il y a depuis très longtemps, dans les parties prenantes du bassin versant, des élus, mais aussi des citoyens, qui défendent ces projets de barrage, et d'autres qui se battent contre ces projets d'ouvrages écrêteurs de crues. Et peut-être que vous avez aussi compris qu'avec les élections municipales et métropolitaines récentes, ça fait 1 an maintenant, au niveau des élus, on était arrivé à un petit bouleversement de l'équilibre politique et qu'on avait au sein du comité syndical du SAGIRC
autant d'élus qui étaient des farouches défenseurs de ces ouvrages écréteurs de crues que d'élus qui se battaient depuis des années contre ces ouvrages. Et donc ces élus m'ont demandé de prendre la présidence du SAGIRC pour essayer de trouver une sortie par le haut de ce dissensus qui pouvait amener à une crise qui aurait été dommage pour toutes les actions que le SAGIRC mène depuis longtemps et qu'il a encore à mener. Donc c'est sur cette base-là que j'ai proposé une feuille de route aux élus, feuille de route qui se résume en plusieurs points. Le premier point, c'est on est là pour travailler ensemble et pas pour se combattre. Donc bienveillance, écoute, dialogue, construction. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes idées parce que sinon on tournerait en rond. Deuxième point, on ne prend pas de retard sur l'avancement des projets, autres que les retards qui sont liés à la crise sanitaire qui ont quand même un petit peu décalé les choses. Et troisième point, l'essentiel de ce dissensus me semble venir d'un manque de connaissances et de partage de connaissances. Donc, on va partager toutes les connaissances que le SAGIRC a, parce qu'on fait des études depuis des années. Deux, on va éventuellement demander des études complémentaires pour augmenter les connaissances sur un certain nombre de sujets qui posent encore question ou qui font débat parmi les personnes. Et trois, on va partager tout ça et on décidera conjointement du projet qu'on portera. Je crois qu'il y a un consensus à la fois de tous les élus, mais aussi des parties prenantes, que ce soit les riverains inondés ou que ce soit les associations qui s'opposent à ces projets d'ouvrages écréteurs de crues depuis longtemps, pour dire que la protection des populations contre les inondations est une priorité. Le dissensus, il vient plutôt sur le niveau de protection que sur le fait de protéger. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, on a convenu de lancer une démarche que Florestan va vous expliquer mieux, de concertation avec toutes les parties prenantes, pas avec toute la population parce que sinon ça nous ferait prendre beaucoup trop de retard, même si tous ceux qui veulent participer peuvent, mais on n'a pas le temps de faire et d'organiser une vraie concertation publique complète sur un bassin versant qui a plus de 110 000 ou 120 000 habitants, je ne sais plus exactement le chiffre, mais avec toutes les parties prenantes, donc les citoyens potentiellement inondables, les acteurs économiques, les associations de préservation de l'environnement et tous les élus, quelles que soient leurs opinions, et d'essayer de travailler ensemble à cette démarche-là. Voilà ce que je voulais dire en introduction. À toi. Merci Jean-Charles. Moi c'est Florestan Goult, je suis le vice-président à la protection et à la prévention contre les inondations au SAGIRC. En fait, j'ai un peu la charge de décliner de manière opérante la feuille de route que Jean-Charles nous a présentée. Et donc la manière dont ça se traduit, c'est cette démarche qu'on a intitulée Concerto, qui est une démarche de dialogue territorial sur la stratégie de gestion de l'exploitation. Alors qu'est-ce que c'est Concerto? En fait, moi je dis que c'est la co-construction d'une décision collective de manière inédite, puisque la gestion du risque d'inondation, c'est une délégation en fait qui intrinsèquement concerne toutes les parties prenantes d'un bassin versant, les riverains en zone inondable, les associations de défense de l'environnement, les acteurs économiques, Jean-Charles les a cités, mais aussi bien sûr tous les élus du territoire. Comment ça se passe Concerto? L'idée c'est de pouvoir mettre toutes ces personnes-là autour de la table dans un format de communauté apprenante, c'est-à-dire de pouvoir positionner toutes ces personnes dans la capacité de prendre une décision collective. Jean-Charles l'a dit, on a vu qu'il y avait des différenciations de représentation, de perception des choses, des fois des connaissances qui nous manquaient. L'idée, c'est pas de s'opposer, l'idée, c'est de se mettre tous autour de la table en se disant ben, voilà ce qu'on sait, voilà les questions qu'on se pose, et voilà comment on souhaite y répondre. Est-ce qu'on a besoin d'études complémentaires? Est-ce qu'on a besoin d'éclairage de nos équipes techniques qui travaillent remarquablement sur ce sujet? C'est un petit peu, là, on va dire, le socle de Concerto. Ensuite, il y a une redevabilité exemplaire. Donc l'idée, c'est d'avoir une information transparente et totale tout au long de la démarche. Donc on mettra en place en fait un espace numérique d'information qui va permettre à tout habitant du bassin versant de venir s'informer sur la démarche, contribuer, poser ses questions. C'est avec cette interface-là qu'on sera en lien avec le grand public. Donc la démarche reste ouverte et c'est bien ce guichet d'accueil-là qui permet à chacun de venir poser ses questions.
Et ensuite, il y a quelque chose qui nous est important, c'est qu'on a décidé de s'adjoindre les services et les compétences d'une médiatrice indépendante, parce que pour orchestrer tous ces enjeux, pour faire dialoguer toutes ces positions, toutes ces connaissances, repartir d'une logique qui part de l'habitant, des questionnements des acteurs, des préoccupations des acteurs, il nous a semblé que c'était important d'avoir en fait un savoir-faire professionnel à ce niveau-là, qui permet de faire dialoguer et co-construire les décisions entre toutes ces parties prenantes-là. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail de la méthodologie. Le président l'a dit, on s'est donné 1 an. C'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. On connaît un petit peu la proportion des projets publics à s'étaler dans le temps. D'ailleurs, celui-là, ça fait à peu près 20 ans qu'on en parle. Donc nous, l'exercice de notre responsabilité, c'est de dire on se donne 1 an en se donnant une méthode pour arriver à cette décision. Et pendant cette année-là, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se décline? Tout ce que je vous ai dit. On a plusieurs espaces. On a un espace qu'on appelle un observatoire citoyen de la politique de gestion du risque inondation. Ça, c'est en fait une table ronde où tout habitant, toutes les parties prenantes viennent. On part de leurs questions. On leur demande alors qu'est-ce que c'est pour vous un risque inondation, qu'est-ce que c'est une crue trentenaire, jusqu'à où vous voulez être protégé. Et à partir de ces questions-là, on rebâtit la connaissance pour arriver à prendre les décisions qui sont le plus pertinentes, la synthèse un petit peu de toutes les contributions. On a aussi donc l'espace numérique d'information dont je vous ai parlé. Ce qui est important, c'est que cet espace numérique d'information, là encore, on va faire un effort un petit peu nouveau, j'allais dire. C'est pas un professionnel ou même notre cabinet de communication, même si elle nous savait bien, qui va rédiger ce qui s'est passé. C'est un comité de rédaction partagé avec les habitants. Donc moi, j'en suis le garant en tant que vice-président de ce qui se dit, mais la construction des réponses, c'est bien à la fois les équipes, à la fois les habitants, à la fois les associations environnementales, à la fois les riverains en zone inondée. Et puis, ce qui est important, c'est que les décisionnaires, vous le savez, ce sont les élus. Et en fait, toute cette dynamique-là, elle va venir nourrir, enrichir 3 séminaires d'élus qui va rassembler les élus du conseil syndical du SAGIRC, associer aussi les maires et les élus des communes concernées. Et à travers ces 3 séminaires-là, à travers tout l'apport que va avoir l'Observatoire citoyen des inondations, tout l'apport que va avoir l'espace numérique d'information, pouvoir construire petit à petit une décision. Donc ça, c'est un petit peu la méthode sur 1 an. Et puis pour être encore plus dans le concret et illustrer un petit peu ce qui s'est déjà passé, donc notre médiatrice, elle prend le temps de rencontrer chaque partie prenante, notamment elle est allée voir les riverains en zone inondable dans leur quartier. Nous irons d'ailleurs en septembre avec elle à la rencontre de ses habitants pour qu'ils nous présentent leur quartier, pour qu'ils nous présentent leur vécu de la crue, leurs préoccupations. Elle a rencontré aussi les associations environnementales et on a initié l'ensemble des espaces qu'on vous a décrits. Donc l'espace numérique d'information, on s'est rassemblé avec certains habitants, avec les associations, avec les équipes techniques, avec les élus des communes et on a d'ores et déjà identifié 4 thèmes qu'on avait envie de travailler et qu'on va travailler pendant l'été. L'observatoire citoyen qui toujours rassemble tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. On avait quand même une vingtaine de participants avec un bon équilibre. Il y avait des riverains en zone inondable, des associations. On était là avec le président. Il y avait aussi d'autres élus de la métropole, des communes. Et ça nous a permis, dans cette première séance, de faire émerger toutes les questions qu'il y avait autour de la politique de prévention et de protection contre les inondations. Et à partir de ces questions-là, on va s'en saisir une par une, les travailler ensemble en faisant appel soit à nos équipes, soit à des experts indépendants, la CNR ou l'INRAE, l'ex-IRSTEA, le laboratoire d'État qui concerne l'eau et l'environnement. Et on va répondre à ces questions pour se saisir des enjeux et prendre la bonne décision concernant la protection des inondations sur ce bassin versant. Peut-être juste conclure en disant qu'en fait,
En fait, qu'est-ce que c'est la prévention et la protection des inondations? Quand il tombe une pluie, elle se traduit dans la rivière et il faut la gérer. Une inondation, c'est le débordement de l'eau en dehors du cours d'eau. Donc quand on fait une prévention et une protection des inondations, il y a un nœud et un point d'équilibre qui est à trouver, qui est quelle est l'eau qu'on choisit de contenir, c'est-à-dire quel volume d'eau, quelle pluie on choisit de contenir dans la rivière ou à travers un autre ouvrage, et quelle est l'eau qui de toute façon va déborder parce que on ne peut pas construire des barrages jusqu'au ciel, donc à un moment donné, on ne peut pas se protéger contre un aléa qui peut être démesuré. Donc quelle est l'eau qu'on choisit de laisser déborder et où là, la logique ne va pas être de la contenir, mais de limiter ses impacts, de mettre en sécurité les personnes, de préserver des effets de ces dégâts. Et en fait, moi, ma délégation, prévention et protection des inondations, le point d'équilibre que je dois trouver, c'est construire ensemble ce nœud-là, de dire quel est le volume d'eau que collectivement il est nécessaire pour nous de contenir, et ensuite quel est le volume d'eau, à partir de quel moment on choisit de dire bon ben là on ne peut plus contenir, ça déborde, donc on change de logique. Aujourd'hui, le président l'a dit, on est protégé jusqu'à la trentenaire, c'est-à-dire une crue qui a une chance sur 30 de se produire chaque année. Le barrage il était dimensionné pour la centenaire, c'est-à-dire une chance sur 100 de se produire chaque année. Ce qu'on va faire, c'est un petit peu s'affranchir de ces référentiels techniques et se dire, bon, est-ce que contenir l'eau d'une trentenaire c'est suffisant pour bien gérer nos inondations, ou est-ce qu'il faut un niveau de protection supplémentaire? Le président l'a dit, la question c'est le niveau de protection, l'eau qu'on choisit à contenir. On sait aujourd'hui qu'avec les événements climatiques, il y a des pluies de plus en plus violentes, donc il faut qu'on étudie bien ça pour se dire ensemble et construire ensemble, avec toutes les parties prenantes dont je vous ai parlé, quel est le niveau de protection, c'est-à-dire quelle eau on veut contenir avant que ça déborde. Et c'est par cette entrée-là qu'on prend la question de l'ouvrage sur Francheville. Et c'est plus, on vous propose un ouvrage, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est on n'abandonne rien, on n'abandonne rien, on maintient rien, mais on regarde quel est le niveau de protection qu'il est le plus pertinent d'avoir. Après, ça se décline dans un aménagement, on en regarde les impacts et on arbitre collectivement. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on soit vigilant à se dire, avec les pluies, avec le changement climatique, est-ce que la trentenaire suffit ou est-ce qu'il faut aller plus haut, et jusqu'à quel niveau il faut aller plus haut? Est-ce que c'est la centenaire comme aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu en dessous? Est-ce que c'est un petit peu au-dessus? En tout cas, la gestion du risque inondation mérite qu'on construise collectivement cette question. En fait, c'est le choix du risque qu'on souhaite prendre de manière partagée sur le bassin. On a beaucoup parlé déjà, donc si vous avez des questions, c'est peut-être plus intéressant. Voilà. Non, allez-y, puisqu'on a un petit peu... Quels sont les points qui font que certains sont contre le barrage? C'est cher, il y a un impact visuel, qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant ça ne fait pas consensus? En fait, c'est comme pour tout ouvrage. C'est la même chose quand on construit une ligne de tram ou un transport par câble. Il y a des impacts. Des impacts environnementaux, bien sûr, des impacts paysagers et des impacts par rapport à la population. Et donc, c'est toujours pareil, on est obligé, quand on fait un projet d'ouvrage public, de mesurer ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice. Il y a toujours des avantages à faire un ouvrage et toujours des inconvénients, donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Si les inconvénients et les impacts sont supérieurs aux bénéfices, c'est que le projet n'est pas bon. Si inversement les bénéfices sont supérieurs, c'est que c'est un bon projet. Donc aujourd'hui on a des gens qui effectivement se posent des questions essentiellement sur l'impact environnemental, puisque c'est un ouvrage écrêteur, c'est un volume de matériaux à construire, ça prend de l'espace, de la surface, ça entraîne un petit peu de déboisement, ça entraîne la nécessité de faire une carrière, etc., etc. Ou alors, si on ne fait pas de carrière sur place, de faire venir des matériaux de loin, donc un impact pollution et carbone et bruit important. Bref, il y a tout ça. C'est quoi le dimensionnement d'un tel ouvrage? Alors, ça va dépendre du niveau de protection qu'on va viser. Aujourd'hui, il y a deux projets d'ouvrage. Donc un ouvrage sur Tassin-la-Demi-Lune
qui, alors je me trompe toujours de 1 ou 2 mètres, fait 13 mètres de haut, c'est ça, à peu près. Et en longueur, c'est 200 mètres. Donc c'est un talus, hein, 13 mètres, c'est un petit talus. Voilà. Et l'ouvrage envisagé sur Francheville, et qui fait le plus débat, et sur lequel on va travailler, était prévu pour 23 mètres de haut, je crois, sur 250 mètres de large, c'est à peu près. 200 environ, voilà. Un petit peu moins. Un peu moins de 250 Pas mètres. exactement le même dimensionnement. Voilà. Là, c'est un ouvrage qui est plus lourd, plus imposant, et surtout qui doit être construit différemment. C'est-à-dire que quand on fait un ouvrage de taille petite ou moyenne, il peut être très vite entièrement végétalisé et apparaître comme en fait un mamelon de la nature, on va dire. Quand on fait un ouvrage plus important, plus haut, on est obligé on va dire, de le renforcer et donc de ne pas le végétaliser complètement. Donc il a un impact paysager plus important. Didier, pardon. Vous disiez que ça fait quand même un paquet d'années que c'était dans les cartons, hein, ce projet. J'entends concertation à nouveau. Enfin, je pense que les éléments, vous les avez là depuis un moment. Le SAGIR, ça fait un moment qu'il pense à ce dossier. Oui, les éléments, je pense que le projet il a évolué quand même, hein, d'année en année par rapport au projet initial que moi j'ai connu en 2004 quand j'étais élu régional et que je représentais la région au SAGIR. Il a beaucoup changé, mais on a effectivement depuis 3-4 ans un certain nombre d'éléments. Et par contre, on doit, avant de lancer une éventuelle enquête publique, faire une étude d'impact pour un dossier réglementaire qui doit être validé par les services de l'État, et l'étude d'impact, elle n'est pas encore terminée. Donc vous voyez, on n'a pas encore tous les éléments. C'est-à-dire que pour la validation par les services de l'État, on est obligé de dire exactement l'impact sur les arbres, sur la faune, sur la flore, sur etc. Et bien sûr sur l'eau. Et donc là, elle n'est pas terminée. Donc on n'a pas encore tous les éléments. Après, j'ai tendance à dire que quand un projet avance lentement, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité. C'est qu'il n'est pas si parfait que ça. Donc il peut être amélioré. On a vu sur d'autres territoires des projets équivalents se faire en beaucoup moins d'années parce qu'ils étaient, on va dire, peut-être plus adaptés à la fois aux demandes de ceux qui voulaient se protéger et à ceux qui voulaient protéger l'environnement, et que du coup il a été accepté plus vite. Moi, je peux compléter là-dessus aussi, hein. C'est que là, on change radicalement le sens de la concertation, de l'approche de la concertation. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait l'offre d'un ouvrage et on demandait une acceptabilité sociale ou pas de la part de la population, ou des habitants ou des acteurs. Le parti pris de Concerto, c'est l'inverse, c'est de dire il faut protéger, à quel niveau on veut aller, quel ouvrage ça implique. Après, on regardera si c'est l'ouvrage tel qu'il est actuellement, si c'est un ouvrage plus petit, si c'est d'autres techniques alternatives, mais c'est en ça aussi qu'on s'inscrit dans une approche qui est complètement différente de celle des 15 dernières années, où l'ouvrage était posé sur la table en disant est-ce que vous en voulez, est-ce que vous en voulez pas. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on se rassemble tous autour de la table, on choisit le niveau de protection qu'on veut, qui correspond aux attentes des habitants en zone inondable, qui correspond aux attentes des défenseurs de l'environnement. On va essayer de faire la synthèse de tout ça, de trouver un compromis qui est acceptable pour tout le monde, et ça nous permettra de passer à la décision et à l'action. Petite précision, en fait, j'ai tendance à penser que c'est, pour avoir voyagé pas mal dans des pays voisins en Europe, que c'est un défaut très français de faire les choses en disant qu'est-ce qu'on peut faire en béton, en infrastructure, à quoi ça correspond en termes d'ingénierie et à quoi ça sert sur le plan social. Nos voisins européens, ils font l'inverse. Ils disent quel est le besoin, comment est-ce qu'on y répond par de l'ingénierie, et si on n'y arrive pas totalement par de l'ingénierie, quelle infrastructure on doit construire derrière. Et je crois que c'est extrêmement important, ça vaut pour tous les grands projets, pour qu'ils soient acceptés, de partir des besoins de la population. Parce que là, en fait, on laisse entendre à la population qu'on a la solution miracle. C'est un peu, hein, comme quand on construit une ligne de TGV, on dit aux habitants d'une ville, bah, voyez, vous allez avoir le TGV, comme certaines villes du Grand Est, ça va être le miracle pour aller à Paris. Puis en fait, ils sont passés de 20 trains par jour, qui mettaient certes 4 heures, à 3 trains par jour, qui mettent que 2 heures, mais s'ils le loupent, ils attendent le suivant 5-6 heures. Non, la solution technique et l'infrastructure n'est pas la solution
Et il faut trouver la solution qui correspond le mieux aux besoins. Et là, on sait qu'on ne peut pas protéger contre toutes les crues et contre toutes les inondations. C'est très clair. Donc on sait qu'il y a un mix de solutions, de prévention, de retenue d'eau et de ralentissement des cours d'eau, et d'évacuation, de systèmes d'alerte, etc., etc. Parce qu'on sait qu'un jour, ça peut déborder. Si on laisse croire aux gens qu'à partir du moment où on construit un ouvrage, il n'y a plus de soucis, ils ne vont plus avoir peur, ils ne vont plus se protéger, et le jour où la crue déborde l'ouvrage, là on a des morts. Donc on doit vraiment changer de paradigme et dire l'ouvrage écrêteur de crue, c'est un des éléments de la stratégie de protection contre les inondations. Mais ce n'est pas le seul. Moi, c'est mon enjeu que la décision collective qui ressorte, en fait, permette de placer cet ouvrage-là au centre d'une dynamique globale de territoire. Parce que, comme l'a dit le président, tout ne passera pas par l'aménagement. Après, on a des plans communaux de sauvegarde, des dynamiques de prévention des inondations, des dynamiques de sensibilisation du vivre avec la crue. Si celles-ci disparaissent au profit simplement d'un ouvrage béton, on peut courir à la catastrophe le jour où on a une pluie qui ne serait pas contenue par le barrage. C'est vrai que ça change un petit peu la manière de fabriquer l'action publique. Avant, on arrivait très souvent avec des solutions techniques en les plaquant sur un territoire et en disant on peut faire ça, donc on fait ça, c'est la solution. L'idée, c'est pas de dire que cette solution technique-là n'est pas valable, l'idée c'est de dire, comme le disait Jean-Charles Collas, on repart d'abord du besoin, on regarde quelle est la décision collective qu'on doit prendre, surtout sur un sujet comme les inondations, où je le répète encore, mais on est sur un mix entre contenir de l'eau et gérer le moment où elle déborde, et ensuite on fait une décision d'aménagement. On change un peu le sens, peut-être que ça a été pratiqué jusque-là. Et si dans un an, vous n'avez pas encore réussi à trouver un consensus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez du coup imposer de nouvelles solutions ou revenir au système d'avant, ou comment ça se passerait? Alors, moi je suis confiant. Quand on est en responsabilité politique, on a d'abord une obligation de moyens. On peut se tromper, mais on ne peut pas ne pas faire. Donc là, les moyens, on les a mis en œuvre. Dans ce cas précis, je pense qu'on a en plus une obligation de résultat. Parce que si on n'arrive pas à un résultat, quand je parle de résultat, c'est un résultat de consensus ou de compromis dynamique. Si on n'arrive pas à ce résultat, la structure syndicat SAGIRC risque d'exploser. Et ce serait dommage pour toutes les autres politiques qui mènent, puisque comme je l'ai dit en introduction, le SAGIRC ne fait pas que de la protection des inondations. Donc voilà, je suis assez confiant. Je ne sais pas du tout vers quel résultat on va aller, mais je suis assez confiant que l'objectif, c'est que le résultat soit, on va dire, accepté et assumé par une très large majorité des élus. Et bien sûr des populations du coup, puisque les élus représentent leur population. On est bien d'accord entre Francheville et Oulin, le compromis. Ben, vous savez, c'est un peu comme d'autres projets, qui concernent un peu les mêmes communes d'ailleurs. J'ai tendance à penser que c'est pas en instrumentalisant le débat, en le politisant, et là je m'adresse aux uns comme aux autres, des actions récentes qui ont été faites, et en faisant monter l'agressivité, etc., qu'on arrivera à trouver une solution. Au contraire, on restera dans le blocage et donc il n'y aura aucune solution. Je pense qu'il faut mettre les gens autour de la table. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont l'habitude plutôt de s'insulter que de se parler, mais déjà depuis 9 mois qu'on travaille ensemble, je peux vous dire qu'il y a des choses qui ont changé, des choses extraordinaires, avec des gens qui vraiment faisaient des tracts pour dire tout le mal qu'ils pensaient de l'autre, qui se sont mis à dialoguer et à s'écouter et à se dire ok, je ne prends pas une parole publique tant qu'on ne s'est pas mis d'accord ensemble sur la parole publique. Donc on a tendance en France à manichéiser le débat, pardon pour ce néologisme, mais à dire qu'on est soit tout noir, soit tout blanc. Non, la réalité, elle n'est pas là du tout. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de nuances de gris et qu'on peut construire des ponts, du dialogue et aller vers un consensus. En tout cas, moi, j'y crois. Oui, alors, on ne va pas, effectivement, c'est sûr que la démarche, elle ne va pas rendre les pro-barrages anti-barrages et les anti-barrages pro-barrages.
Et la démarche, elle ne va pas forcément marier Francheville avec Oulin. Mais nous, l'idée, la responsabilité qu'on a, c'est que la démarche, elle va créer une dynamique collective qui ensuite, grâce un petit peu à ce que vient de dire Jean-Charles, va faire qu'on va exercer notre responsabilité en faveur de l'intérêt général. Et en fait, c'est soit cette dynamique collective-là, dans laquelle on investit énormément, je remercie au passage toutes les équipes sur cette question-là, elle va emmener les gens, les habitants, vers la formulation de ce que c'est que cet intérêt général. Et ensuite, j'ai envie de dire, soit on prend le train, soit on ne le prend pas, mais le train il va y aller, il va aller vers une solution. Et ceux qui ne veulent pas monter dedans et qui ont toute leur place pour venir exprimer leurs avis, après c'est sûr que ils seront pas forcément associés à la décision, enfin ils seront sur la décision finale, ils verront bien qu'il y a une recherche d'un consensus, d'un compromis auquel nous on va aboutir. On espère le faire avec eux. Et pour vous rassurer, moi je discute régulièrement avec le maire de Francheville, la maire d'Oulin, la maire de Sainte-Foy-les-Lyons et d'autres, et les élus des communes qui représentent ces communes, puisqu'il y a aussi des élus des 19 communes, des 4 ou 5 intercommunalités avec la métropole. Bref, ça se passe globalement bien. On est capable de discuter. Voilà. La seule chose qui peut poser problème et que moi je n'accepte pas, c'est ceux qui ne veulent pas discuter et voilà, qui par principe cassent la démocratie. On est des élus, on est dans une république, dans une démocratie, et le dialogue il doit être de fait. Et il n'y a que ceux qui ne veulent pas dialoguer qui, à mon avis, se mettent en dehors de la république et de la démocratie. Quoi qu'il en soit, il faudra trouver une solution. Tout à fait. Au printemps prochain, le SAGIR... Tassin et Francheville en clair. Non, ce sera... Parce que les deux projets sont couplés. Les deux, ouais, ils sont couplés. C'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. On peut en abandonner un, en garder un, avec des effets, etc. On peut les transformer l'un et l'autre, ou les faire tous les deux tels qu'ils étaient prévus. Tout est ouvert là-dessus. Mais c'est pas l'un ou l'autre. Voilà. Ils sont a priori complémentaires. Il faut voir comment ils peuvent se compléter pour arriver à la stratégie qu'on souhaite collectivement et qui est acceptable collectivement. Oui. Par édifice, on serait sur un coût de quel ordre de grandeur entre Francheville, Tassin? Alors, de mémoire, sur les deux édifices, on est sur une douzaine de millions d'euros. D'accord. Et si on devait détailler entre les deux, parce que Francheville... Alors ça, je me souviens plus, c'est 8 et 4 ? Du 60-40%. Ouais, peut-être 7 et 5 alors. Il faut imaginer que l'ensemble de tous les travaux qu'on a lancés depuis 8 ans, donc, c'est 44 millions d'euros. Donc l'essentiel des travaux ont déjà été dépensés. Je crois qu'on a dépassé déjà les 25 millions d'euros d'investissement sur les 8 ans qui viennent de passer, sur l'élargissement du cours d'eau, sur etc. Et toutes les opérations connexes de voirie, d'assainissement qu'on mène. Et donc il en reste encore un petit peu à faire. Voilà. Peut-être que c'est ça qu'on peut rappeler, c'est qu'on on a quand même déployé l'ensemble du plan d'action de prévention des inondations, hormis la question de ces deux ouvrages. Donc aujourd'hui, il y a une protection contre la crue trentenale qui est assurée sur tout le bassin versant. Ça, pour vous qui suivez le dossier, c'est pas nouveau. On a aussi déployé beaucoup d'actions de prévention et d'alerte au niveau de la météo, du débit d'écoulement pour pouvoir mieux gérer ces phases de crue. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est pour un niveau de protection supérieur à la trentenale, quel aménagement, quelle décision on prend. Et pour être concret, toutes les grandes crues que, en tout cas, moi j'ai connues, je suis plus tout jeune, mais bon, je suis pas si vieux que ça non plus, je ne veux pas remonter au XVIIIe siècle, et en particulier 2003, 2008, etc. Aujourd'hui, j'allais dire la totalité, mais non, la quasi-totalité des populations sont protégées contre ce type de crue. Il nous reste encore les travaux de Francheville à finir dans les 12 mois qui viennent, d'ici l'été prochain, pour protéger la partie de Francheville, à la limite entre Francheville-le-Bas et la montée vers Bel-Air. Mais tous les autres, Oulin, Sainte-Foy-les-Lyons, Bonan, tout ça, sont protégés par rapport à ce type de crue.
Les 30 mâles. Les 30 mâles, qui sont celles qui... C'est celle de 2003 qui était l'une des plus... Oh, 2008 était pas mal aussi. Enfin, j'ai souvenir en tout cas à Oulin que c'était très très impressionnant. Et 2016. Et après... 2016 c'était un bon test grandeur nature parce que... C'est toujours pareil, les crues, en fait, il y a d'abord il y a différents types de crues. Le bassin versant de l'Iseron, c'est une éponge. Donc on va dire les crues habituelles, c'est il pleut pendant plusieurs jours, le bassin se remplit d'eau, se remplit d'eau, se remplit d'eau, puis quand il est plein, là ça inonde. Donc en général c'est plusieurs jours de pluie sans discontinuer, et puis d'un seul coup ça déborde. On a vu arriver des phénomènes un peu différents ces dernières années, enfin même cette dernière année on va dire. D'abord en dehors de toute période de vigilance crue, hein, puisque la période d'astreinte vigilance crue elle va de octobre à avril. On a un exemple là il y a 2 mois. Le 8 mai dernier, on a eu une pluie qui n'était jamais arrivée à Oulin depuis un siècle. Un mois de pluie en un jour. Plus de 100 mm d'eau. Alors c'est plus du tout le même système, mais ça a entraîné une crue très importante quand même sur certains secteurs, et on a frôlé le débordement à Francheville. On était totalement protégés à Oulin et à Sainte-Foy-les-Mines. Et puis on a eu aussi un autre phénomène qu'on n'avait jamais eu sur le bassin de l'Iseron, en tout cas de mémoire d'être vivant, un peu plus de type Cévenol, le 3 juillet de l'année dernière, où il y a eu un orage très localisé. Heureusement, il était très localisé sur Saint-Gilles-Avalin, et où là, sans qu'il y ait de crue de l'Iseron, il y a eu une inondation complète de la ville d'Oulin, avec un torrent qui dévalait la grande rue d'Oulin, vu le volume d'eau qui est tombé en quelques heures, et plein de logements qui ont été inondés, non pas au bord de l'Iseron, mais au sommet de l'Oulin. Donc voilà, il y a les risques et les aléas évoluent avec le dérèglement climatique, et il faut qu'on prenne en compte tout cela. Là, on part du coup pour 1 an de concertation, et après il y aura encore les travaux. Donc en fait, on prolonge encore. Alors dans l'ordre pratique, ce qui était prévu, c'était initialement une enquête publique fin 2021, et donc après les procédures réglementaires pour des travaux en 2023-2024. Là, avec le Covid, on a pris du retard et l'enquête publique ne pouvait pas se tenir fin 2021. Donc là, nous, on s'est donné quelques semaines supplémentaires. La concertation, elle a commencé déjà depuis 3-4 mois. Elle se termine au printemps, au début de l'année 2022. On prendra une décision au printemps 2022. Et donc, si on décide de lancer l'enquête publique, enfin, de toute façon, on fera toujours l'enquête publique, mais sur le projet qu'on aura collectivement décidé, il se fera avant la fin 2022. Et donc, les travaux auront lieu fin 2023, 2024 et début 2025. Voilà. Donc on a un petit décalage dans le temps, mais qui, à l'échelle du projet global, qui, je le rappelle, existe au moins dans la tête des élus depuis bientôt 20 ans, voilà, c'est relatif. Et il vaut mieux qu'un projet soit accepté, que du coup il se réalise, plutôt qu'il continue à faire débat et que du coup il ne se réalise pas, comme on le voit depuis des années. Donc le choix de faire une concertation un peu différente et pas une concertation publique classique, c'est pour gagner du temps. C'est pour ne pas perdre trop de temps. Tout à fait. Ouais. Mais il y aura toujours une enquête publique in fine. Hein. Quel que soit le projet qu'on décide, on est obligé. Là, on fait une concertation, oui, comme on le fait sur les projets de tramway là, prochainement. Ensuite, il y a les documents réglementaires qui sont validés par l'État. Et ensuite, il y a une enquête publique pour une déclaration d'utilité publique. Ça, c'est tout à fait réglementaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, une enquête publique, c'est la collectivité qui propose un projet. Et nous, notre concertation, c'est on construit le meilleur projet, alors avec la population. Donc ça après, on espère effectivement que si on présente un tel projet à l'enquête publique, étant donné qu'il a été co-construit, effectivement, ça facilite l'enquête publique, puisque c'est pas un projet qui a été amené... Peut-être qu'in fine, si notre démarche fonctionne, on gagnera du temps. Ouais. Parce que quand un projet a du mal à être accepté... On aurait présenté le projet tel quel à l'enquête publique, ça se trouve, il y aurait eu énormément de recours, énormément de freins, et donc ça se trouve, in fine, peut-être qu'on gagnera du temps. Ouais. Pour les travaux. Pour les travaux. On a fait le tour des questions, super.